Oui, alors une anecdote. J'ai été cassé dans mon grade de sous-officier et envoyé en Algérie. Alors, le texte était « C'est adressé au président de la République sans passer par la voie hiérarchique ». C'est ce que j'appelle l'humour militaire, à méditer. Donc, le lendemain matin, nous partons du dépôt des isolés métropolitains, le DIM, et nous montons sur un navire pour partir à Alger. Et ce navire était le ville d'Alger. Faut le faire. 15 mois plus tard, 16 mois plus tard, je reviendrai d'Algérie en montant sur un bateau qui s'appelait le Ville de Marseille. C'est sûrement l'humour, cette fois-ci. Et lorsque nous sommes descendus du bateau, le Ville d'Alger, notre accompagnateur, qui était un adjudant-chef du 2e génie, lui est rentré en métropole, mais nous, il y avait un comité d'accueil. Et nous sommes partis au DIM, toujours, au DIM d'Alger. Nous avons dormi dans ce DIM et le lendemain matin, nous avons été mutés tous les 5, mais chacun dans un régiment et dans une ville, un lieu différent. Mes 4 copains ont été mutés. Moi, il y en a dans le Constantinois, d'autres dans l'Oranais, d'autres dans l'Algérois. Et moi, j'étais muté dans un régiment qui se trouvait en Grande Kabylie. La Kabylie, c'est une région très montagneuse qui se trouve dans le Constantinois, mais plus proche d'Alger que de Constantine. Alors, on m'a mis dans le train en me disant « Tu descends à Borj-Menaïel ». Bon, il y avait à peu près une centaine de kilomètres. C'était dans une Micheline, sur une voie unique. Les trains militaires, les trains de marchandises, c'était très organisé en Algérie parce que il n'y avait pas de système à 2 voies, c'était toujours des voies uniques. Et je suis arrivé à Borj-Menaïel, où il y avait un petit comité d'accueil, 2-3 militaires qui m'attendaient. Et je suis rentré dans une grande salle où il y avait à peu près 80 soldats qui étaient là. Et la première question qu'on te posait, « Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Et en métropole, t'es de quel coin ?» Alors moi je dis, « Je suis d'Évreux, dans le département de l'Eure. »« T'es d'Évreux? Bah, on a un copain de la tôle qui est d'Évreux, là. » Il l'appelle Christian. Il se prénommait Christian, on va savoir pourquoi. Christian Tailly. Alors il se précipite, je me précipite. Ah, j'étais en classe avec lui lorsque j'étais en école primaire à l'école de la Madeleine à Évreux. On tombe dans les bras l'un de l'autre. Et alors forcément, tout de suite, lui, il m'a informé. D'abord, il m'a fait visiter un petit peu Borj-Menaïel, où j'ai découvert des choses que je n'imaginais pas. Tous les soldats français dans la rue étaient armés, tous. Il y avait des grillages devant tous les magasins. Alors, je m'étonne, je lui dis pourquoi ils mettent des grillages. Ah, il m'a dit mettre des grillages parce que quand les félagas passent et puis qu'ils jettent une grenade, ça fait toujours de gros dégâts à l'intérieur. Donc c'était vraiment une protection qui me tombait dessus comme ça. Et bien entendu, lui, qui était là depuis un certain temps, il n'était pas, lui, dans un régiment comme le mien, semi-disciplinaire, parce que j'avais été muté dans un régiment qui s'appelait le 9e régiment d'infanterie coloniale, le 9e RIC, régiment qui avait un passé. Tous les
tous les gens de cette époque se souvenaient du massacre de Palestro. Palestro, c'était une crique, un passage où 25 jeunes rappelés, c'est-à-dire des gens qui avaient fait leur service militaire mais qu'on avait rappelés pour combattre en Algérie, ont été pris dans une embuscade. Et ils ont été massacrés. Et quand je dis massacrés, c'était l'horreur. Émasculés, la tête tranchée. Et j'ai eu beaucoup de détails sur ce massacre parce que le premier sergent qui était arrivé sur les lieux après ce drame, c'était un copain d'Évreux. Il s'appelait André Monnier et ça a toujours été un de mes très grands copains. Et lui m'avait raconté ça. Je découvrais l'horreur de ce qu'est la guerre. Et le lendemain matin, mon copain Christian Taillé m'a emmené et je suis monté dans le véhicule du vaguemestre. On appelait ça le wagot. Et j'ai fait une vingtaine de kilomètres avec lui, tout seul, dans son petit véhicule. En fait, c'est lui qui a emmené le courrier au 9e régiment d'infanterie coloniale. Et je suis arrivé, bien entendu, au commandement. C'était ce qu'on appelait, j'étais donc, je suis en train de chercher maintenant le nom de mon petit bled, c'était Camp du Maréchal. Et Camp du Maréchal, c'était à côté de l'oued Sebaou. Et en Algérie, tout le monde connaît l'oued Sebaou parce que c'est le plus grand oued d'Algérie. J'en reparlerai tout à l'heure un petit peu. Et je suis arrivé, donc il y avait là un commandant qui s'appelait le commandant Tarton, qui avait mon dossier en main, bien entendu. Et ce régiment est un régiment semi-disciplinaire. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là avaient eu un problème avec l'armée française. Alors, j'avais un copain qui se prénommait Jean-Paul. Lui, il était parti pour ne pas faire son service militaire en France, surtout pour ne pas aller en Algérie. Il était parti au Canada. Mais il a été arrêté au moment où il prenait le bateau pour le Canada. Donc, puni, un régiment semi-disciplinaire. Il y en a un autre, c'est parce qu'il était le chauffeur du commandant de son lieu, et puis et il avait fait un tonneau avec la voiture du commandant. Bon, toutes des petites choses comme ça, quoi. Et puis il y avait aussi des troufions, des jeunes soldats qui étaient là et qui n'avaient rien fait. Rien fait, et ils étaient d'un régiment semi-disciplinaire. Alors, la première question, pourquoi ? Eh bien, c'était tout simplement parce qu'ils étaient connus pour leur hostilité à la guerre d'Algérie. Et entre autres, beaucoup de troufions qui étaient communistes, pratiquants, communistes dans l'âme. Et ça, ça m'a aussi beaucoup marqué. Beaucoup. Et nous étions une trentaine dans notre local, qui était le sous-sol d'une grande maison. Et cette grande maison, les propriétaires étaient des originaires d'Alsace-Lorraine. Et ils étaient arrivés en Algérie, comme beaucoup l'ont fait à cette époque, pour ne pas devenir allemands. Et c'est vrai que le gouvernement français avait permis à tous ces Alsaciens lorrains de venir s'installer en Algérie, cette colonie. Et comme ils étaient viticulteurs en Alsace, ils ont été viticulteurs en Algérie. Donc, dans la région où je me trouvais, entre deux pays qui s'appelaient Ausson-Villers et Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, je vous en parlerai après.
Donc, le commandant, le lendemain matin, j'ai couché dans une piole où il y avait 5-6 gars, assez sympa. Et le lendemain matin, le commandant Tarton m'a fait venir dans son bureau. Il avait mon dossier que lui avait transmis la sécurité militaire. Et il a pris le temps de lire. Et à un moment donné, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Tu sais taper à la machine à écrire ?» J'ai dit « Oui, oui. » J'avais passé un bac comptabilité lorsque j'étais au lycée technique à Évreux, donc je savais taper à la machine. Il me dit « Bon, je vais te garder avec moi comme secrétaire adjoint. » Alors moi, j'avais aucune idée de ce qu'allait être mon rôle, mais je trouvais que c'était plutôt sympa de me garder près de lui plutôt que de m'envoyer dans ceux qui marchaient sur les pistes de Kabylie. Donc, je suis resté là quelque temps, pas très longtemps. Mais un soir, au bord du petit chemin où nous étions, un camion à nous qui a klaxonné. Alors, ceux qui étaient de garde au bout du chemin sont allés ouvrir. Il y avait des barrières, il y avait des barbelés. Donc, ils ont ouvert et le camion est passé devant moi. Et tout l'arrière du camion était rempli de cadavres d'Algériens. Ça a été mon premier choc. Un camion rempli de cadavres. Il y en avait au moins une quinzaine. J'ai essoufflé. Et puis, j'ai commencé, je faisais du secrétariat dans le bureau du commandant. Et puis un jour, il m'a dit, bon, demain, il y a un ratissage, c'est toi qui viendras pour remplir le BRQ. Alors, le BRQ, je traduis, le bulletin de renseignement quotidien. Donc, les ratissages, c'était, on prenait une vallée avec un petit oued en bas et on traversait la vallée et on repoussait tous les êtres humains qui s'y trouvaient. Et à l'autre bout de la vallée, il y avait une autre équipe, un autre régiment qui attendait tous ceux qui fuyaient l'armée française. Ça a été quelque chose de très éprouvant. Nous étions un petit nombre. D'abord un gendarme. Alors il faut comprendre que lorsque nous étions en Algérie, nous étions là pour le maintien de l'ordre, c'est-à-dire pour soutenir la gendarmerie. Alors nous, on était sur le terrain quelques centaines, et il y avait un gendarme avec nous qui marchait derrière le commandant. Et à un moment donné, le gars chargé qui avait dans le dos la radio, il appelle « Mon commandant, à 500 ou 600 mètres sur notre gauche, il y a une mechta à moitié détruite avec des cadavres devant. Le capitaine machin, je ne me rappelle plus du nom, vous informe. » Alors le commandant nous dit, bon, on tourne un petit peu sur la gauche, on va aller voir ça. Et effectivement, de loin, on avait une mechta en très mauvais état. Une mechta, je traduis, c'est une petite maison de campagne en Kabylie. Et lorsque nous sommes arrivés, il y avait 3 cadavres par terre, avec une grande tache de sang, c'était tout noir. Et il y en a 2 qui avaient la face contre terre et un qui avait la face en arrière. Et ils avaient tous les 3 la gorge tranchée. C'est ce qu'on appelait le sourire kabyle, c'est-à-dire coupé d'une oreille à l'autre. C'est les 3 premiers cadavres que j'ai vus de tout près. Et ça vous secoue un bonhomme. Ça vous secoue un bonhomme. Le commandant me dit, tu notes 3 cadavres près d'une mechta à tel endroit, il donne les coordonnées. Sûrement règlement de compte FLN MNA. Alors,
FLN-MNA, il faut dire qu'à cette époque, nos opposants, il y avait ceux du Front National de Libération, FLN, et MNA, Mouvement National Algérien. C'était deux mouvements rivaux. Et quelques temps plus tard, bien entendu, le FLN a massacré ceux du MNA qui ne voulaient pas venir avec eux. C'était un peu triste. Donc c'était ma première expérience, mon premier vécu avec la violence que représentait cette opération de maintien de l'ordre en Algérie. Quelques jours plus tard, le commandant m'a appelé. J'étais en train de remplir des papiers à la machine à écrire. Il m'a dit « Tu peux monter dans mon bureau, s'il te plaît ?» Bon, je monte. La sécurité militaire avait appris que j'étais employé par le commandant, donc que j'avais accès à plein d'informations. Tout ce qui se passait dans ce régiment, le 9e régiment d'infanterie coloniale, parvenait bien entendu au commandant. Et j'étais donc dans une section, une compagnie, pardon, qui s'appelait la CCAS, Compagnie de commandement d'appui et de service. Alors là, il y avait un petit peu de tout, et c'était un village relativement tranquille. Ce qui continuait de m'étonner, c'était que tous les copains qu'on croisait dans la rue, ils avaient tous une arme. Ça me faisait vraiment penser à l'armée allemande dans les rues d'Évreux lorsque j'étais gamin. Et qu'on voyait les Allemands passer, ils étaient toujours tous armés. Eh bien là, c'était la même chose. Et le commandant a été obligé de me virer dans un autre service. Il m'a dit, c'est un homme sympa, il m'a dit « Dans quel service tu veux aller ?» Alors moi, je n'avais pas d'idée précise, mais j'adorais conduire, déjà. Et j'ai dit « Le service auto ». Bon, d'accord, service auto. Il me dit « Malgré tout, à cause de tes connaissances, tu iras, quand le besoin s'en fera sentir, dans la compagnie qui fait les explosions. » Les explosions, c'est ceux qui faisaient sauter les entrées de grottes où il y avait des félagas qui se cachaient. Je ne me rappelle plus exactement le nom de la section en question. Donc j'ai été muté, et le lendemain matin, j'étais au service auto, et là, on m'a attendu, c'était plutôt sympa. Tu sais conduire, tu sais conduire, tu sais conduire ça, tu sais conduire ça. Oui, moi je savais tout conduire. Alors les AFTRAC, c'était les engins semi-chenillés. Dans les convois, c'était ceux qui étaient en début de convoi ou en fin de convoi. Et moi, on m'a attribué une sorte de petit GMC, mais qui est plus petit qu'un GMC, on appelait ça un Chevrolet. C'est-à-dire qu'à l'arrière, je n'avais que un jeu de roues. Les GMC avaient 2 jeux de roues. Mais j'avais aussi, comme les GMC, les roues avant qui étaient liées au moteur, et je pouvais me servir, je pouvais donc passer des passages difficiles. Et là, je me suis retrouvé dans une grande piaule, chez ces fameux Alsaciens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce qui était étonnant, c'est que il y avait dans ce secteur d'Algérie, sur tous les toits, il y avait des cigognes. Et pour les Alsaciens qui bien entendu connaissaient bien les cigognes, puisqu'en Alsace, il y en avait beaucoup à cette époque, c'était très très curieux, et surtout la nuit. La nuit, le claquement que faisait leur bec, on avait des fois l'impression qu'ils se parlaient d'un nid à l'autre. C'était curieux. Je m'en pose 2 minutes.